Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette deuxième matinée du Paris-Saclay Summit. Nous sommes à l'EDF Lab. Cet événement exceptionnel, c'est le premier d'ailleurs, la première édition, est organisé par le journal Le Point en partenariat bien évidemment avec l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique. Alors, deuxième conférence de la journée, table ronde et non des moindres. Aujourd'hui, on évoque beaucoup dans les médias les retards des EPR. L'avenir du secteur nucléaire s'écrit grâce aux réacteurs avancés. Mais quels sont-ils de la 4e génération jusqu'au SMR? Découvrez le futur, alors proche ou lointain peut-être, de l'industrie visant à décarboner notre économie. Pour en parler avec nous, Odile Gélineau, ingénieure en mécanique chez Framatome, interrogée par Guéric Poncet, journaliste au Point. Merci Sophie. Bonjour à tous, merci d'être là. Odile Gélineau, vous êtes donc ingénieur en mécanique, vous avez travaillé notamment sur les projets Phénix et Super Phénix, et aujourd'hui vous travaillez sur certaines des pistes qui vont nous permettre d'avoir à l'horizon 2040-2050 une 4e génération de réacteurs. Aujourd'hui c'est la 2e qui est en service, on est en train de mettre en service la 3e, et on aura donc une 4e génération à l'horizon 2040-2050. Est-ce que en introduction, vous pouvez nous dire ce qu'est pour vous un réacteur avancé, puisque la définition n'est pas la même selon les chercheurs, je crois, et en quoi ça peut changer notre vie et la façon de produire l'énergie? Alors bonjour à tous. Alors effectivement, quand on parle de réacteur avancé, c'est un terme assez générique. Et on retrouve là-dedans beaucoup de choses. J'allais dire, c'est presque tout ce qui n'est pas un réacteur à eau pressurisée tel qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont en France en grand nombre même. Pour rappeler en une phrase, ceux d'aujourd'hui fonctionnent donc avec de l'eau pressurisée, les réacteurs de la vapeur d'eau. à eau pressurisée, voilà, c'est de l'eau pressurisée, une température relativement restreinte, on va dire, enfin jusqu'à 300 degrés, voilà, et ce sont des grosses puissances qu'on a en France. Alors, réacteur avancé, c'est quoi? C'est effectivement la prochaine génération, mais on parle de SMR, Small Modular Reactor, ou on parle de AMR aussi, Advanced Modular Reactor. Donc ce sont les petits réacteurs, voilà. Ce qu'on appelle les mini-réacteurs, ou les réacteurs avancés. Voilà, alors dans le terme SMR, effectivement, on est plutôt dans des puissances inférieures à 300 MW électriques. Et c'est plutôt la tendance aujourd'hui d'avoir des petits réacteurs. Alors ça peut être des petits réacteurs qui sont sur la même technologie que ce qu'on connaît à présent, c'est-à-dire c'est de l'eau pressurisée aussi, mais avec une architecture qui serait différente, une architecture un peu plus compacte, peut-être plus modulaire, des petites puissances qui nous permettraient d'installer ces réacteurs dans des endroits peut-être isolés avec moins d'emprise au sol, et pourquoi pas sur des sites industriels, et voire même un peu plus proche des agglomérations. Donc ça veut dire que le paysage de la production d'énergie changerait. On n'aurait plus les immenses installations qu'on connaît aujourd'hui. Ça serait du mixte. Chaque bassin aurait son réacteur. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas abandonner. Les réacteurs eau pressurisés fournissent aujourd'hui de l'électricité avec un coût relativement faible, entre guillemets. Alors le faible reste est à l'appréciation de chacun, mais voilà, c'est surtout une autre vision des choses, c'est-à-dire que ces SMR permettraient peut-être non seulement de fournir de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Pourquoi pas de l'hydrogène? Pourquoi pas les installer au bord d'une mer pour faire du dessalement de l'eau? Voilà. Donc avec un usage qui est quand même très différent. Alors, si vous voulez peut-être présenter les 6 pistes en quelques alors, mots. Voilà, il y a plusieurs pistes. Alors, sans aller trop dans le détail, mais alors ce qu'on connaît quand même bien en France, effectivement. Alors ça, je parlais des réacteurs à eau pressurisée. On parlera peut-être un tout petit peu de Neward après. Ça fait partie de ces réacteurs-là. Après, sur les réacteurs plutôt de génération 4, on a les réacteurs à neutrons rapides, qui sont, je dirais, on a une grosse histoire en France quand même sur ces réacteurs-là, des réacteurs avec un caloporteur en sodium, qui sont donc des réacteurs qui sont très différents, on n'a plus de pression. Ce sont des réacteurs de type piscine, caloporteur donc sodium, mais on trouve aussi d'autres types de caloporteur, SMR. Juste pour être caloporteur, c'est le fluide vecteur de la chaleur. Tout à fait. On trouve aussi d'autres fluides comme le plomb ou le plomb bismuth aujourd'hui. Il y a quelques projets dans le monde qui tournent là-dessus. Sur ces réacteurs à neutrons rapides aujourd'hui au sodium, donc longue histoire, vous parliez de Phénix, Super Phénix. Donc Phénix a
a ponctionné pendant plus de 30 ans en France là-dessus. Donc il y a une grosse histoire et encore pas mal de compétences sur ces sujets-là. Et du coup, neutrons rapides, si j'ai bien compris, ça veut dire que les neutrons vont à 20 000 km par seconde, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on utilise justement un caloporteur qui est transparent aux neutrons pour leur permettre effectivement d'aller plus vite, mais de brûler, c'est-à-dire on va brûler un combustible qui est différent de celui qu'on peut avoir en réacteur à eau pressurisée. Le réacteur à eau pressurisée va utiliser de l'uranium-235, qui n'est pas très courant dans l'uranium naturel que l'on trouve dans le milieu naturel, alors qu'un réacteur, un neutron rapide, va pouvoir brûler beaucoup plus de combustible, notamment des uranium-238, du plutonium, qui sont aussi des déchets qui sont produits par les réacteurs à eau pressurisée. Donc je dirais que c'est toute là la promesse de ces réacteurs à neutrons rapides, c'est d'utiliser mieux les ressources, plus complètement les ressources en uranium que l'on a aujourd'hui. Alors avec le marché de l'uranium qui a tendance à se tendre parce que tout le monde veut faire du nucléaire aujourd'hui un peu de partout dans le monde. Voilà, c'est une des réponses qui est intéressante sur cette gestion des ressources de l'uranium. Et en plus, ces réacteurs peuvent utiliser, recycler, j'allais dire, réutiliser, alors peut-être pas à l'infini, mais pas loin, des produits de fission. Par exemple, on parle même de brûler les américiums, qui sont des déchets déchets nucléaires à vie très longue. Et qui sont les déchets des centrales actuelles pourraient être réutilisés, tout à fait. Donc exhumés des centres de stockage. Exactement. D'accord. Alors peut-être pas exhumés dans les centres de stockage, mais en tout cas on pourrait réutiliser directement ces produits-là et puis les recycler exactement, et puis les recycler directement dans les centrales. Dans ces centrales-là. Donc voilà, ça c'est je dirais, la promesse des réacteurs à neutrons rapides. Ensuite, on va retrouver, pour continuer sur les différentes technologies de réacteurs de génération 4, on a aussi les réacteurs au sel fondu, qui sont des réacteurs qui ont un TRL, un niveau de maturité qui est un peu moindre que ces réacteurs dont je parlais avant. Réacteurs à sel fondu, ce sont des réacteurs où le fluide et le combustible sont mélangés. Le combustible est dissous dans le fluide. Le sel qu'on utilise, c'est plutôt un sel type fluorure ou chlorure. Il y a des projets en développement aujourd'hui. Alors la promesse de ces réacteurs, c'est potentiellement d'avoir une gestion des déchets directs en sortie de réacteur, ce qui peut être aussi intéressant. Il peut fonctionner aussi avec un spectre neutronique rapide aussi. Et puis, il y a une sûreté intrinsèque qui est aussi une des promesses de ces réacteurs-là, puisque lorsque le fluide va se dilater, le réacteur va s'arrêter ou baisser en puissance. Voilà, ce sont des produits qui sont un petit peu moins matures. Et puis, je peux parler aussi un peu des réacteurs très haute température, cette fois-ci les réacteurs HTR, qui existent déjà aujourd'hui. Il y en a quelques... de nouvelles générations qui sont soit en conception actuellement, soit en fonctionnement déjà dans le monde. Alors ces réacteurs fonctionnent avec cette fois-ci un fluide gaz, c'est plutôt de l'hélium qu'on utilise. La particularité, c'est le combustible. On utilise des combustibles qui sont des petites billes d'uranium ou d'uranium-plutonium que l'on vient enrober avec un carburant de silicium, par exemple, et qui sont très robustes en température et qui peuvent monter à des températures très très élevées, ce qui confère finalement à ce type de réacteur une sûreté intrinsèque assez intéressante. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, on peut monter très haut en température aussi. On peut avoir des gaz en sortie qui sont de l'ordre de 800 ou 1000 degrés. Et ce qui permet d'utiliser ces réacteurs aussi pour d'autres usages que de l'électricité, mais peut-être de la chaleur haute température. Et pourquoi pas avoir derrière une installation d'hydrogène, ce qui permettrait peut-être d'avoir de l'hydrogène fabriquer de l'hydrogène avec un assez bon rendement. D'accord. Voilà, donc plein de promesses un peu différentes selon les technologies. Et finalement, toutes ces technologies existent aujourd'hui
et sont à l'étude, en tout cas. L'idée, c'est d'en choisir une et de l'industrialiser. Il n'y aura pas plusieurs pistes parallèles, enfin plusieurs projets industrialisés. Pourquoi pas plusieurs projets. Alors en France, il y a France 2030 qui a lancé plein d'idées avec les startups. Je ne sais pas effectivement ce que sera l'avenir là-dessus. En tout cas, il y a plusieurs... Le cahier des charges, c'est une recherche de puissance, de sécurité, de réduction des déchets. Le cahier des charges aujourd'hui, alors bien sûr, il faut que, j'allais dire, la première chose, c'est d'être économique, de fournir que ce soit de la chaleur ou de l'électricité de façon relativement que ce soit intéressant pour le porte-monnaie, je dirais. Donc ça, c'est le premier challenge pour ces réacteurs un peu nouveaux. Ça va être important, c'est pour ça aussi qu'on parle de réacteurs modulaires, de standardisation, de petits réacteurs, c'est-à-dire que ce seraient des réacteurs qu'on essaierait de produire en série, qu'on construirait essentiellement en usine, avec un minimum d'action sur site, ce qui permettrait d'épargner un petit peu le coût. Donc on parle beaucoup de standardisation aussi chez Framatome notamment, puisque l'idée c'est d'essayer d'avoir des produits qui sont un peu toujours les mêmes et qu'on répète un peu toujours les mêmes. Alors ça permet aussi d'avoir une certaine qualité derrière, d'assurer une certaine qualité, d'assurer un certain standard pour pouvoir être assez répétitif et justement avoir un coût intéressant à la fin. Donc ça c'est un gros challenge pour tous ces petits réacteurs en tout cas. Et donc pour les petits réacteurs, il peut y avoir une technologie différente qui serait choisie par rapport aux grands réacteurs qui remplaceront ceux qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et puis bien sûr, après, en termes d'objectifs, il y a clairement la gestion des ressources. Donc meilleure utilisation de l'uranium aujourd'hui, et puis la gestion des déchets et le recyclage. Donc ça, c'est une vraie promesse aussi pour le futur, en fait. D'accord. Avant de donner la parole à la salle, dans un peu moins de 10 minutes, je voulais vous interroger un peu sur des questions peut-être plus personnelles, mais sur l'évolution de la filière nucléaire a été un peu chaotique ces dernières décennies. Comment vous avez vécu les choses et on parlait hier aussi avec le prix Nobel de chimie Dan Shechtman de la question de l'échec, ou en tout cas de prendre le temps de réussir. Il disait qu'en France et au Japon c'est très mal vu d'avoir un échec. Les Japonais ou les Français ne comprennent pas toujours que lui, en ayant échoué plusieurs fois, soit prix Nobel et réussisse. Comment vous viviez les choses et comment vous avez vécu notamment l'arrêt de Superphénix et les chaos un petit peu de la filière? Alors, c'est une longue histoire. C'est vrai que, pour revenir un peu sur mon parcours, c'est vrai que moi, au départ, je n'étais pas forcément tentée par la filière nucléaire, mais j'avais envie surtout de faire de la physique, de la technique. Et puis, je suis rentrée en tant qu'ingénieur mécanicien dans une société qui faisait de l'ingénierie mécanique pour Superphénix. Donc, puis j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé beaucoup de sciences là-dedans, et puis j'ai évolué. Alors effectivement, après il y a eu des arrêts de Superphénix, il y a eu des rebondissements. Finalement, cette filière de réacteurs avancés en France, elle s'est jamais vraiment arrêtée, même si effectivement il y a eu des hauts et des bas, mais derrière il y a eu d'autres projets qui ont permis de maintenir quand même une activité à assez long terme. Le monde de l'innovation a continué malgré les hésitations politiques. Exactement. Et ça c'est important, et c'est important d'avoir la foi, ou la passion. À Framatome on parle aussi beaucoup de passion. Voilà. Confiance aussi dans la technique. Alors effectivement, il y a des échecs, il y a aussi des rebondissements. Il y a des voies qui ne sont pas toujours tout à fait les bonnes, mais bon, il faut rebondir et puis se reposer les bonnes questions. Voilà, le retour en grâce des derniers mois, vous l'avez Alors bien ça, vécu. c'est une période qui est extrêmement intéressante, je trouve, en plus avec l'arrivée de France 2030 qui a fait émerger un certain nombre de start-up qui proposent des solutions pour certaines très innovantes, pour d'autres un peu moins. C'est ma question suivante, mais je vous laisse belle transition. Non, c'est vrai que ça met du dynamisme, je trouve, dans cette époque.
de la nouveauté aussi. Alors, Framatome n'est pas du tout une start-up et ne le sera jamais, mais je dirais, on reste très en contact avec ces start-up qui proposent des choses qui peuvent être intéressantes. Et inversement, d'ailleurs, je pense que les start-up trouvent des atouts dans les discussions qu'on peut avoir avec eux chez Framatome, puisqu'on a quand même un certain nombre de retours d'expérience et une longue vie depuis Superphénix, j'allais dire, sur ces sujets-là, et on est capable de proposer des briques technologiques qui permettent d'être utiles, je pense, sur le monde du nucléaire, pour Framatome, mais aussi pour les startups ou ailleurs, quoi. Et toujours sur un plan personnel, votre évolution en tant que femme dans ces milieux qui peuvent parfois être perçus comme un peu rustiques. Un peu masculin. On a des tables rondes dédiées à ça dans la journée, donc j'en profite aussi pour vous donner la parole. Alors c'est vrai, la première constatation que je peux faire, parce que ça fait déjà quelques années que je fais du management et que on embauche pas mal, donc surtout ces dernières années dans le nucléaire. Il y a pas plus de femmes qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, en tout cas dans le milieu de l'ingénierie mécanique. C'est-à-dire pas beaucoup, du coup. C'est-à-dire pas beaucoup, voilà. Et pourtant, j'allais dire, moi, j'ai trouvé ma place. Je me suis jamais ennuyée. J'ai fait différents travaux. Je fais toujours avec un fil rouge qui est quand même la technique. Et je pense que quand on a envie, et on est reconnu par ce qu'on sait faire, par notre savoir-faire. En tout cas, j'ai pas eu de frein particulier, en tout cas dans ma vie professionnelle. Jusqu'à maintenant. On avait un prix Nobel aussi hier qui disait qu'il avait stimulé la création d'écoles maternelles dans laquelle ils enseignaient directement, ils faisaient des expériences de physique, de chimie, etc. C'est pour les garçons comme pour les filles d'ailleurs. Ça vous paraît une idée de remonter l'âge En tout cas, aller effectivement dans les écoles, c'est une bonne idée aussi. Oui. Et ça se fait. Alors, juste avant, donc, il nous reste encore 2 minutes avant les questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet Neward ? Alors Neward, en quelques mots. Alors Neward, c'est déjà une filiale EDF, un consortium avec quelques entreprises, Technicatom, Seva Naval Group, et Framatome a intégré Neward en 2021 ou 2022. Aujourd'hui, donc Framatome est impliqué sur la conception et la future construction d'équipements pour la chaudière nucléaire. Donc c'est un petit réacteur. C'est un petit réacteur, oui. Alors je ne l'ai pas dit, effectivement, pour revenir à la base, c'est 2 fois 170 MW. Donc c'est un réacteur modulaire qui est assez innovant sur son architecture. C'est une architecture aussi qui est assez compacte. L'enceinte de confinement est baignée dans un mur d'eau et le bâtiment est semi-enterré. Donc ça ne correspond pas à ce qu'on connaît aujourd'hui sur nos réacteurs. Donc Framatome est bien impliqué là-dessus. On a commencé le basic design en 2023. Donc ça veut dire récemment. Donc on commence à figer la configuration pour travailler sur des études de détail par la suite. D'accord, donc ça veut dire dans la décennie qui vient peut-être une première premier pierre. Béton. Oui, tout à fait. Un premier béton, pardon. On ne parle pas de première pierre dans le nucléaire. On parle de premier béton chez nous. D'accord. Et il serait différent, en quoi il serait différent des autres petits réacteurs qu'on envisage? C'est par sa modularité. Alors, sa modularité, voilà, tout à fait. Sa modularité, aujourd'hui, il est envisagé qu'il fasse aussi de la cogénération, chaleur et électricité. Alors c'est un premier du genre. C'est aussi des choses que l'on n'a encore jamais construites en France. Mais surtout, petite taille, essayer d'être plus compact, d'avoir une sûreté peut-être un peu plus élevée, avec moins de systèmes actifs, un peu plus de systèmes complètement passifs. Voilà, c'est un peu l'espoir de Neward aujourd'hui. Oui, parce que pour toutes ces nouvelles générations, je crois que c'est un souci aussi de meilleure résistance aux catastrophes climatiques, aux attentats, etc. Et donc de sûreté qui éviterait d'évacuer toute la zone autour, qui serait finalement quasiment un site industriel normal. De toute façon, on est déjà sur des réglementations qui sont assez sévères. Après, le post-Fukushima a imposé un certain nombre de règles.
qui sont plus sévères qu'avant aussi, hein, et que bien sûr on est obligé de respecter, et on le fait bien volontiers. Hein. Ben, je vous propose que... On va laisser la parole à la salle. Hein. Oui, super. Dans une audience assez masculine d'ailleurs pour ce sujet. Oui, on va vous donner un micro. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour cet exposé très éclairant et surtout rassurant sur la dynamique innovante de cette filière qui effectivement subit beaucoup de difficultés. J'avais 2 questions pour le prix d'une. La première, c'était ce que, dans mon éducation scolaire, pour moi, le Phénix et Super Phénix, c'était donc un système de surrégénération qui était déjà du recyclage de matériaux fissiles. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça a été complètement intégré dans les projets que vous décrivez, c'est-à-dire le recyclage à l'infini des matériaux fissiles. Alors pour répondre, oui, je pense qu'on est sur la même technologie aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que cette filière-là, elle n'est pas abandonnée, elle a toujours eu un fil rouge, et on continue d'être sur ce même esprit-là, peut-être avec en améliorant bien évidemment la technologie, puisqu'elle commence à avoir quelques années, et aujourd'hui on n'a pas tout à fait les mêmes standards. Et la deuxième question, vous avez évoqué l'utilisation de ces nouvelles centrales nucléaires pour faire du dessalement d'eau de mer, et je voulais savoir en quoi c'était pertinent d'utiliser l'énergie nucléaire pour le faire. Alors en fait, je ne suis pas sûre qu'en France on ait ces besoins-là, hein, peut-être que ce sera pour l'étranger. Je pense que le besoin il est peut-être intéressant avec les petits modules de réacteurs, parce qu'on va pouvoir les délocaliser et les mettre sur des sites, on va dire individuels, à la limite, qui ne sont peut-être pas reliés avec un réseau très dense autour. Et c'est là l'intérêt peut-être d'aller mettre ça, pourquoi pas sur une île, pour faire de l'électricité et du dessalement d'eau de mer. On a une autre question dans la salle. Oh là, si on peut vous donner un micro, madame, devant, madame. Bonjour, merci pour votre présence ici. J'aurais une question, mais c'est plus d'un point de vue de l'encadrement des SMR, dans le sens où oui, on parle de nouvelles technologies et que du coup ça profitera à beaucoup de monde, sauf que qui seront les exploitants, qui sera responsable s'il y a un problème, et parce que du coup on en parle d'en mettre sur des îles et voire de le délocaliser dans d'autres pays, sauf que je pense qu'il faut aussi garantir une certaine sécurité et sûreté pour l'ensemble des populations, et je voulais savoir si vous aviez une idée là-dessus. Et je me permets juste une autre question, parce que du coup, de ce que j'ai compris, typiquement pour Archeos, Jimmy et New World, on est quand même sur une technologie qu'on connaît REP aujourd'hui, en tout cas au pressurisé. Le cœur des réacteurs, ce serait à peu près équivalent au cœur des réacteurs qu'on a dans les EPR actuellement. Donc du coup, ça veut dire qu'on a besoin de autant d'uranium que dans nos réacteurs actuels pour une production qui fait 300 MW maximum. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment rentable ? Alors, c'est tout à fait des bonnes questions. Je pense aujourd'hui, on était parti sur effectivement un modèle de réacteurs à eau pressurisée qui sont des gros réacteurs. Je dirais c'est un modèle unique avec un exploitant qui est EDF aujourd'hui, qui marche très bien, ce modèle-là. Demain, je pense qu'il va falloir repenser tout ça. Voilà, et il n'y aura peut-être pas un seul exploitant, il y en aura peut-être d'autres, peut-être qu'il n'y aura pas que EDF, ou EDF va se mettre aussi à faire. EDF aujourd'hui pilote le réacteur New World, néanmoins, qui n'est plus un gros REP. Voilà. Mais on peut tout imaginer, je pense, pour la suite. Alors c'est vrai que vous parliez aussi des réacteurs, donc de l'utilisation de l'uranium 235 sur les réacteurs à eau pressurisée. C'est vrai que New World en est un, va utiliser les mêmes ressources. Je pense qu'il faut mixer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un New World sera peut-être intéressant, plutôt que peut-être parce qu'on va aller le mettre dans un endroit qui sera plus isolé. À un autre endroit, on va peut-être aller installer un réacteur qui sera à neutrons rapides, qui lui va faire du recyclage. Je pense que la bonne stratégie, c'est pas de viser sur un type de réacteur, mais plutôt sur une diversité pour pouvoir avoir différentes catégories d'usage et puis effectivement travailler un peu plus maintenant sur cette gestion des ressources.
Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Malheureusement, le temps est écoulé et les conférences s'enchaînent. Je suis sûre que vous allez susciter plein de vocations en vous écoutant. Donc, merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.